Barbier avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Raphaël Enthoven, philosophe et auteur de Krasnaïa, sorti aux éditions de l'Observatoire. Et tout de suite, on va pas tarder à aller rejoindre Christophe Barbier, notre homme de théâtre sur Radio J. Mais je crois que le théâtre a une grande importance pour vous, je crois, Raphaël Grâce Enthoven. à Christophe Barbier. Ah, racontez-nous ça. Grâce à Christophe Barbier, la première fois que je suis monté sur scène, c'était dans une pièce de théâtre de Christophe Barbier qui s'appelait La guerre de l'Élysée n'aura pas lieu, où je jouais un majordome élyséen qui était en fait un espion à la solde de Jospin, ce qui à l'époque m'allait tout à fait. Donc c'est grâce à Christophe Barbier, et puis pendant 10 ans j'ai joué sous la direction de Christophe Barbier qui était mon metteur en scène. Eh bien écoutez, le metteur en scène, on va aller le rejoindre tout de suite, Christophe Barbier, dans quelques secondes. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Et nous sommes de retour avec Christophe Barbier. Je suis ravie de vous avoir et je crois que Raphaël Enthoven aussi, Christophe. Bonjour à vous deux. Oui, ravi de vous avoir moi aussi en ligne. Alors, Raphaël Salut, Enthoven Christophe. a écrit L'école des dames, allusion et hommage à l'école des femmes de Molière. Pourquoi cette pièce est-elle si importante dans le parcours de Jean-Baptiste Poquelin ? Eh bien, parce qu'elle a donné à Molière une dimension nouvelle. L'école des femmes est créée au Palais Royal, donc le théâtre de Molière, le 26 décembre 1662. Le 26 décembre, c'est l'ouverture rituelle de la saison d'hiver, après les fêtes de Noël, saison qui va aller jusqu'à Pâques, en enjambant bien entendu les relâches de Carême. L'école des femmes, c'est une comédie en 5 actes et en vers, c'est donc une pièce ambitieuse. Eh bien, elle rencontre d'emblée un vif succès. Mais c'est pas une surprise. Avec les Précieuses ridicules, 1659, l'école des maris ou les fâcheux, Molière avait aussi reçu un très bon accueil. La différence est qu'avec l'école des femmes, Molière se met à penser le théâtre. Il invente et il applique une conception de l'art dramatique. L'école des femmes, c'est un choc et c'est une révolution. Un choc par le scandale d'abord. Pas tant à cause de la situation de la pièce, un barbon qui veut épouser sa pupille, qu'à cause de la fameuse scène où, à l'acte 2, dans la scène 5, Arnolphe interroge Agnès sur ce qu'elle a fait en son absence. Alors elle lui explique que le petit chat est mort, elle lui explique qu'elle a cousu des chemises, elle avoue aussi avoir reçu la visite d'un jeune homme charmant. Et il m'a... Quoi ? Si, le suspense intolérable. Ne vous a-t-il point appris quelque autre chose ? Et voilà, qu'est-ce que ce jeune homme lui a pris, Agnès ? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Ouf ! Tout le monde rit en comprenant que dans l'esprit d'Arnolphe, c'est la virginité d'Agnès, son pucelage, que le jeune Horace avait failli dérober. Et alors, où se situe l'aspect révolutionnaire de la pièce ? Eh bien, pour la première fois, on présente au public un mélange inédit de farce, avec ces scènes de bastonnade ou de disputes entre maître et valet, ici Alain et Georgette, maladroits et insolents, et des scènes de réflexion, de comédie dramatique, écrites en vers, comme celle de Pierre Corneille dans sa jeunesse, La Veuve Mélite, La Place Royale, etc. Ou bien les pièces de Jean Marais. Tout le dialogue entre Chrysalde et Arnolphe relève de cette catégorie. Alors il faut comprendre que cette métamorphose vient des origines de la pièce. Le thème du barbon, de la pupille, du barbon cocufié, ça c'est un thème de comédie espagnole courant. Il a été repris par Scarron, poète satirique, qui en a fait un sujet de société. Faut-il enfermer les jeunes filles pour préserver leurs vertus, ou faut-il au contraire les laisser libres pour ne pas les pousser à la faute en interdisant tous les loisirs ? C'était le sujet de L'école des maris de Molière en 1661. Ce sera encore celui du Barbier de Séville de Beaumarchais ou des Rustres de Goldoni à la fin du XVIIIe siècle. Molière, avec l'école des femmes, invente un genre nouveau. On est entre la rigolade et la tragédie qui tire des larmes. C'est la comédie qui fait réfléchir, la critique de la société qui se cache derrière une distraction légère. La force révolutionnaire de la pièce va perdurer, et c'est d'ailleurs avec leur mise en scène de l'école des femmes que bien plus tard, en 1936 pour Louis Jouvet ou en 1978 pour Antoine Vitesse, de grands metteurs en scène vont marquer les esprits, choquer la critique et engager des débats vifs et féconds. Et alors, comment la pièce est-elle accueillie à sa création, Christophe Barbier ? Alors, en 1662, je l'ai dit, c'est un succès public, mais ça soulève une grande querelle dans Paris. Molière est accusé d'avoir frelaté le théâtre, de s'être affranchi du bon goût. Dono de Visé mène la danse. Mais les frères Corneille, Thomas et Pierre, qui sont la cible de quelques piques dans la pièce, sont aussi en rupture avec Molière, qu'ils ont soutenu jusque-là. Molière répond à ces attaques dans la querelle de l'école des femmes, en juin 63, pièce annoncée lors de la publication de l'école des femmes et créée en même temps que la reprise de l'école des femmes en juin 1663. Dans la querelle, dans la critique de l'école des femmes, il va ridiculiser ses rivaux des autres troupes, les écrivains défenseurs de l'académisme. La critique plus l'école des femmes,
c'est un immense succès populaire et intellectuel. Molière a les rieurs de son côté. Il commence à avoir les penseurs, son audace à payer. Il impose son esthétique, ce nouveau genre qu'est la comédie de mœurs. Comédie de mœurs, ça sera la recette de l'avare, du bourgeois gentilhomme, de Scapin et de tant d'autres textes. Et oui. Et grâce à ce succès, Molière va pouvoir faire d'un seul coup, parce qu'il est devenu plus qu'un amuseur, des pièces ambitieuses, sérieuses, séditieuses, politiques. Ce sera Tartuffe dès 1664 et Don Juan l'année d'après. Et oui, vous nous en aviez parlé mercredi avec Michel Boujna. Aujourd'hui, Christophe, que reste-t-il comme force à l'école des femmes ? Il reste les caractères des personnages. Agnès, qui est plus qu'une ingénue, Arnolphe, qui est mieux qu'un barbon. Ce sont des héros qui permettent aux interprètes de briller et d'avoir de la profondeur. Arnolphe, par exemple, mais Raphaël en parlera mieux que moi, c'est le drame de celui qui veut passer du rôle de père au rôle de mari et qui ne peut être ni l'un ni l'autre. Le statut de l'identité et de la liberté de la femme, ça aussi c'est encore révolutionnaire dans l'école des femmes. Le rapport aux hommes, c'est d'actualité. Rapport qui peut-être aujourd'hui est inversé, comme l'explore d'ailleurs l'école des dames d'un certain Raphaël Enthoven. Enfin, n'oublions pas qu'il y a encore des civilisations où les Arnolphe épousent de force les Agnès qu'on lapide si elles refusent. Et j'ai vu Raphaël Enthoven prendre quelques notes. Est-ce que vous voulez une petite réaction, une petite analyse sur cette analyse ? Ce qui est très juste, d'abord c'est merveilleux d'entendre parler Christophe de théâtre à chaque fois. On apprend toujours quelque chose, même quand on croit savoir de quoi il s'agit. Et c'est vrai, il a raison d'insister sur un point, c'est le désespoir d'Arnolphe vous brise le cœur. Quand Arnolphe comprend qu'Agnès ne l'aime pas, au-delà de la farce, au-delà des quiproquos, au-delà des éclats de rire, soudain on découvre la tristesse, le désespoir, le cœur brisé d'un homme qui comprend qu'il n'a pas les moyens de ses désirs. Et c'est absolument bouleversant. Il y a un passage comparable à ça dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, quand Shylock, qui jusque-là réclamait une livre de sang, une livre de chair, se trouve soudain à faire le premier monologue dans lequel il parle des Juifs comme des membres de l'humanité à part entière. Ce sont des passages comme ça qui sont à mon avis bouleversants. Et puis dans l'école des femmes, il y a aussi cette chose étonnante, c'est que Molière décrit souvent des affranchissements, des libérations féminines. Molière est un grand féministe, mais il décrit des femmes qui se libèrent par la connaissance. Ça prend la forme des précieuses ridicules ou des femmes savantes. Il les tourne en dérision, mais il leur reconnaît le désir de s'en affranchir par le savoir. Or, ce qui est extraordinaire dans l'école des femmes, c'est qu'Agnès comprend qu'elle est esclave uniquement par amour. Pas par connaissance, puisqu'elle le comprend tout en comprenant elle-même qu'elle est une bête. Elle le comprend, et ça c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'a même pas besoin de l'enseignement, de l'éducation, pour sortir d'elle-même et pour apprendre à se libérer. C'est un message d'espoir extraordinaire. C'est une deuxième analyse sur l'analyse qui est très intéressante. Merci Christophe Barbier. On vous retrouve en ce moment au théâtre, je le rappelle, dans la pièce Élysée, du mardi au dimanche au théâtre du Petit Montparnasse. Formidable. Et tous les matins, on va y aller, et tous les matins à 7h45 pour l'interview politique. Promis, un jour vous me direz quand est-ce que vous dormez, Christophe Barbier. Promis. Merci beaucoup Christophe Barbier. Allez tout de suite, avec grand plaisir. À mercredi tout de suite, c'est la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Raphaël Enthoven, il y a quelques secondes, vous parliez d'amour. Et bien justement, c'est le moment de parler de cela et d'émotion avec vos goûts qui en théorie en disent long sur vous. Mais attention aux surprises. Dans votre playlist en ce moment, 3 titres, 3 musiques éclectiques. Qu'est-ce que je vous ai dit, étonnantes, dont Nail, Hair, Hips, Hell de Todrick Hall. On va y revenir. When Someone Wants to Live de Dolly Parton. When Someone Wants to Live donc de Dolly Parton. Et un autre titre, on va y venir. La première incarne donc l'audace, la confiance en soi. La seconde, c'est la nostalgie. Et la troisième, la douceur. Je vous le dirai après. Sans doute 3 qualificatifs qui vous ressemblent. Et d'abord, la première musique. Nail, Hair, Hips, Hell. Une chanson de Todrick... Hills, pardon. Vous voyez, mon anglais et moi, on va prendre des cours. Une chanson de Todrick Hall qui parle de son assurance et de sa réussite d'une manière assez provocante. Pour ne pas que je traduise les paroles. Pourquoi ce choix étonnant pour un philosophe, quand même? Pourquoi pour un philosophe? Parce que... C'est ce qui m'étonne, c'est que ça vous étonne. Ah non, mais attendez, on y va. C'est chaud quand même ce qu'il dit, Mais oui, et donc il est dans l'insulte. Il est pas dans l'insulte. Il est dans la provoque. Il est dans la. Il est provoquant d'affirmer celui qu'on est, celui ou celle qu'on est, d'une certaine manière. C'est la chanson d'une sexualité tranquillement libérée. C'est la chanson d'une affirmation de soi qui va au-delà du narcissisme, en fait. C'est la chanson d'une liberté. C'est la chanson de la liberté, et c'est de la très bonne musique. Excellent. Oui, excellent. On va écouter un petit peu plus.
Alors, on note que Todrick Hall, c'est un chanteur, acteur, directeur, chorégraphe, artiste, drag queen et youtubeur américain. Il s'est fait connaître quand il a auditionné pour la 9e saison d'American Idol, où il a atteint les demi-finales aux États-Unis. Et depuis lors, il exerce ses talents à Broadway et sur YouTube. Et cette chanson est sortie en 2019 et elle a fait, attendez, accrochez-vous, près de 48 millions de vues. Et puis bien sûr, on va changer d'univers. Une chanson d'amour maintenant parce que... On va écouter un petit bout. Quand vous aimez quelqu'un avec tout votre cœur et de l'âme et tu veux le garder pour toi, mais que tu sais qu'il veut s'en aller, que faites-vous? Que dites-vous? C'est la question, Raphaël Enthoven. C'est une question à laquelle je dois répondre, oui, ça? Ah, oui. je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai la chance de n'avoir pas été confronté à cette situation. Et je trouve que c'est une chanson parfaite. Je trouve que c'est une chanson extraordinaire quand on l'écoute. Il faut l'entendre en anglais, mais c'est When you know they want to leave you as long as they want to stay. Enfin, c'est une perfection. C'est une perfection et il faut rendre hommage au génie très particulier de Dolly Parton, qui est l'autrice de ces chansons et qui a un talent, à mon avis, indûment, enfin pas assez reconnu. Dolly Parton dit dans cette chanson: il n'y a rien d'aussi triste qu'un amour à sens unique quand l'un ne s'en soucie I must pas. say when someone wants to leave as bad as you want them to stay. C'est parfait. Quand l'un ne s'en soucie pas du tout et que l'autre s'en soucie trop, c'est une situation triste, je dois dire. On change encore d'univers et justement, on parle encore d'amour, Raphaël Enthoven, peut-être avec les femmes de votre vie, je ne sais pas, Diamond on the Soul of Her Shoes de Paul Simon. Ah oui, Paul Simon. Paul Simon, c'est aussi, je le dis en français, Paul Simon, et aussi une de vos chansons préférées, sans doute encore une histoire d'amour passée ou actuelle, car vous avez aimé Raphaël Enthoven. Oui, l'amour des femmes a beaucoup guidé votre vie, Justine, Carla, Chloé, Maud, Adèle, et peut-être ne serais-je pas la page, je ne sais pas, pour combler un vide émotionnel ou un trop-plein d'envie d'émotion, je ne sais pas encore une fois. Alors parlons d'elles. Sont-elles des filles riches? Je traduis les paroles, qui n'essayent pas de le cacher. Diamants sur la plante des chaussures, comme le dit la chanson, et qui vous font craquer. Vous, la chanson le dit encore, le mauvais garçon, vide comme une poche avec rien à perdre que de les séduire avec votre verbe et votre sensibilité. Et si les gens disent qu'elles sont folles, elles le sont de vous. Diamant sur la plante des chaussures pour vous faire vaciller, Raphaël, que certaines ont tant aimé au point de vous chanter. Et si certaines vous ont pris pour acquis, vous leur avez prouvé que l'amour n'est pas toujours infini, comme les meilleurs poètes l'ont écrit. Et vous continuez d'écrire les pages de votre vie dans le passé pour le temps gagné ou pour gagner du temps avec vos sentiments. Qui sait, j'écrirai peut-être un jour pour vous, Raphaël. Mais je n'ai pas de diamant sur la plante des chaussures, seulement dans le cœur. Et vous savez, les raisons du cœur, parfois, ça attrape, mais les Raphaël, a priori, ça ne s'oublie pas. Vos enfants témoignent les traces que vous laissez dans le cœur des femmes et d'un homme qui vous aime comme il n'en existe pas. J'ai eu raison d'être blessé, je ne le sais pas. Il prétend qu'il m'a écrit un chant d'amour. Je m'en suis pas rendu compte. Et l'être est probablement un des êtres que j'aime le plus au monde. Et mon amour n'a pas bougé. C'était le 18 octobre dernier, en face de moi. C'était Jean-Paul Enthoven qui s'était confié. Est-ce que vous aviez entendu ces quelques mots, Raphaël Enthoven? Oui, peut-être ceux-là ou d'autres. Il a beaucoup dit, donc il m'est arrivé de l'entendre, oui. Encore un peu d'émotion en stock, si vous le voulez bien, avec une page cinéma, avec de la science-fiction que vous aimez, le dernier volet, Matrix Résurrection, sorti le 22 décembre, avec l'excellent Keanu Reeves, qui dépeint un futur dystopique, un peu comme dans votre œuvre Krasnaya pour le dystopique. Vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Vous pensez que je suis cinglé? Alors pour la petite histoire, Thomas Anderson alias Neo ne se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. C'est le dernier volet. Il est au cinéma en ce moment. Il est le créateur donc de la trilogie des jeux vidéo à succès dans le film Matrix. Mais c'est un homme perturbé par d'étranges visions. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Pourquoi vous aimez ce film ?
J'aimais beaucoup la trilogie, d'abord la première trilogie. D'abord parce que j'ai beaucoup enseigné grâce à ça m'a beaucoup aidé, puisque le modèle suivi par Matrix, en fait, l'idée que le monde auquel vous croyez dur comme fer est une illusion et qu'il n'est de réalité que les informations qu'on a dans le cerveau, est un problème typiquement cartésien. C'est ce qu'on a appelé le solipsisme cartésien. Et donc ça permettait d'expliquer les méditations métaphysiques et l'ambition de passer de l'inspection de son esprit à la connaissance du monde extérieur. Et Matrix était formidable pour ça. Mais au-delà de l'utilité de la chose, je trouvais l'esthétique formidable, et puis surtout le fait que dans Matrix, à chaque fois, c'est parce qu'on vous raconte une histoire que vous oubliez la vôtre. Et tout l'enjeu est de retrouver sa propre histoire derrière l'histoire qu'on vous a racontée. Donc c'est absolument, je trouve ça magnifique. Et je trouve le dernier opus injustement traité par les critiques. Moi, j'ai trouvé ça remarquable. Eh ben, écoutez, il est encore en salle. Alors dépêchez-vous d'y aller. Moi, je vais y aller. Ça m'a donné très envie de voir le dernier volet. On va y aller. Et encore dans la science-fiction, la célèbre série d'horreur et dramatique américaine Walking Dead, désormais disponible sur Netflix depuis avril dernier, sorti en 2010. On découvre la bande-annonce de la première saison pour se terrifier un peu ensemble. Mais vous devez être au courant pour les morts. Ceux qui restent, les rôdeurs. Alors quoi que tu fasses, reste en dehors de cette ville. Elle appartient aux morts maintenant. Alors l'histoire suit le personnage de Rick Grimm, interprété par Andrew Lincoln, aperçu dans Love Actually, qui est pour moi le fils spirituel de Richard Orlinski et Eric Bana, vu dans Munich. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça passe. Eric Bana dans Munich, oui, ça marche bien. Oui. Pourquoi pas. Il est donc l'adjoint du shérif du comté de Kings en Géorgie, et il se réveille d'un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population a été ravagée par une épidémie inconnue qui transforme les êtres humains en morts-vivants. Ils sont appelés les rôdeurs. Encore une fois, cette science-fiction vous passionne, Raphaël Enthoven. C'est une adaptation de La Peste de Camus. Oui. C'est une adaptation de La Peste, c'est-à-dire c'est un mal sans début ni fin, on n'arrive pas à identifier la cause, on ne comprend pas la fin, on ne sait pas jusqu'où il s'étend, et il nous met en situation d'avoir à survivre sans savoir de quoi le lendemain sera fait, c'est-à-dire à survivre sans but. Et c'est le grand problème camusien, c'est le grand problème démocratique, c'est la possibilité de retrouver un désir là où il n'y a plus de but. Et c'est ce que pose c'est pour ça que les saisons dans Walking Dead s'enchaînent. C'est une errance. Alors de temps en temps, ils s'installent un peu quelque part, puis après ils doivent repartir. C'est une errance dont l'unique enjeu, c'est la survie. Et donc c'est une série sans fin. Une autre grille de lecture, je vais parler d'un rabbin qui s'appelle Yehia Ben-Chetrit, bien connu dans la communauté juive, qui dit souvent que parfois certaines personnes sont mortes de leur vivant et qu'il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça dans cette série quelque part? Alors, je crois qu'il y a plus ça dans Matrix que dans Walking Dead pour le coup, parce que mourir de son vivant, c'est être de son vivant tout entier digéré par le système auquel on appartient. C'est trouver sa liberté dans l'accomplissement des fonctions que le système nous demande d'accomplir. Mourir de son vivant, il y a des tas de gens qui sont morts de leur vivant et qui ne le savent pas. Mourir de son vivant, c'est croire qu'on fait une œuvre de liberté tout en achetant le produit que tout le monde nous recommande d'acheter. C'est ça, mourir de son vivant. Alors que dans Walking Dead, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est que la mort elle-même est un calvaire. Que la mort n'est pas un terme, c'est que la mort fait que vous êtes encore vivant malgré votre mort et que vous continuez d'en souffrir. Et ben en tout cas, les 10 premières saisons sont disponibles sur Netflix. La 11e et dernière saison déjà sortie aux États-Unis est attendue, même si certains l'ont déjà vu donc sur Netflix. Certains l'ont déjà vu, oui. Bien sûr, et j'imagine que vous l'avez vu comme beaucoup. Et néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un spin-off sur Daryl Dixon et Carole Pelletier est commandé et attendu pour 2023 et ça devrait faire plaisir à certains fans. Formidable. Allez, après s'être croqué le cœur à présent, allons voir quel plat vous ressemble puisque vous vous faites cuisiner par notre humoriste du jour, Hugo Péchard, l'occasion de nous mettre l'eau à la bouche sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Hugo Péchard, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Raphaël. Bonjour Hugo. Alors on va voir si vous avez la marmite dans l'œil puisque notre invité vous a encore inspiré un plat aujourd'hui, dites-nous. Exactement, alors Raphaël, avant de commencer, je dois avouer que j'ai eu du mal à vous cerner parce que vous êtes un intellectuel beau. Alors 2 mots qui ne vont pas du tout ensemble, hein. Vous êtes un oxymore. Moi j'ai grandi dans le sud et soit t'es beau, soit t'es beauf. Mais beau et intelligent, c'est de la triche, même si c'est vrai, il y a quelques sudistes intelligents comme par exemple Castex et Raoult.
écoutent, même si ce sont pas de super exemples, puis on peut pas dire qu'ils soient vraiment beaux. Il y en a un qui a plus de cheveux et l'autre qui en a trop. Mais vous êtes beaux, c'est vrai, surtout aux yeux de ma mère. Elle m'a dit que je devais vous inviter au resto. J'en peux plus d'elle. La semaine dernière, elle m'a dit de faire pareil avec Joséphine Dry. Et quand on a reçu Yann Moix, elle m'a dit de lui envoyer des nudes. Donc, on va se calmer, ouais, maman. Donc voilà, s'il te plaît, Cyrielle, n'invite pas Michel Fourniret. J'aurais peur de ce qu'elle me demande de faire, vraiment. Non, on va respecter ta demande. Merci Cyrielle. Et donc moi, je suis là pour parler de votre plat préféré. Et alors, selon mes sources, j'ai appris que c'était les œufs brouillés. Oui, j'aime bien les œufs brouillés. Oui. Alors, oui, beaucoup. Oui. Ok, mais même si c'est vrai qu'en me baladant un petit peu sur votre Twitter ces derniers jours, vous avez trouvé des œufs brouillés. Non, j'ai vu qu'en ce moment. Vous avez trouvé beaucoup d'omelettes. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu qu'en ce moment vous aimez bien déguster les antivax. Vous aimez bien vous les farcir à feu doux. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de goûter les antivax, c'est un plat qui n'a ni goût ni odorat. Et donc c'est pas très bon, même si c'est de plus en plus cher parce qu'il y en a de moins en moins. Donc voilà, l'offre et la demande, comme quoi, voilà. Et sinon, j'ai vu aussi que vous aimiez manger des huîtres à 4 heures. C'est vrai ? Oui. Alors, de l'après-midi. De l'après-midi, oui. De l'après-midi. Sinon, voilà, le matin, ça. Ça peut passer après une grande soirée. Ah, voilà, oui. Pour certains. Voilà, c'est quand le matin est encore la soirée. C'est ça. Mais du coup, Raphaël, 4 heures, c'est l'heure du goûter, c'est pas l'heure des huîtres, c'est l'heure des pépitos. Non, c'est l'heure des huîtres, ça marche. D'accord. Il faut pas mettre de pépitos avec les huîtres, c'est tout. Tout est dans le choix, si vous voulez. Raphaël, je pense que le choix des huîtres est exclusif du pépito. Alors donc, soit on n'a pas passé nos 4 heures au même endroit, ou je sais pas ce que votre nounou n'a pas compris dans Crêpe Waouh, mais faut avouer que les huîtres à 4 heures, moi je trouve ça un peu chelou. Mais alors en tout cas, si jamais un jour vous allez manger des huîtres à 4 heures dans Paris et qu'une femme d'une 50aine d'années vous aborde, n'hésitez pas à la rembarrer car ce sera sûrement ma mère. Voilà. Merci beaucoup Hugo Péchère pour cette chronique. Ça sera bien reçu. Voilà, bien cuisiné aux petits oignons. Merci beaucoup et je rappelle que vous êtes en première partie de Jérém Rache avec son spectacle Pourquoi pas tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris jusqu'au 5 avril 2022. En attendant, on vous retrouve en podcast sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr. Merci Hugo. Allez, vous restez encore avec nous et Raphaël Enthoven sur Radio J. Dans un instant, une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar. Notre séquence tac au tac, nos auditeurs qui vous interrogent, suivi de notre coup de cœur du jour et du portrait de notre experte du jour, Judith Cohen-Solal. Restez connectés sur Radio J.